C'est en droite ligne avec la thématique d'aujourd'hui. Donc, pour nous, ben, comme on mentionnait, c'est important de faire des conférences, mais surtout d'avoir des conférenciers vraiment qui sont sur la coche. L'an dernier, on avait des gens de la SOPFEU pour venir nous parler des feux de forêt. Je pense que c'était bien à propos. Et aujourd'hui, on a un chercheur de l'UQAC pour venir nous parler de l'aménagement de la forêt et des changements climatiques. Donc, je vais laisser M. Rossi prendre la parole. Bienvenue, puis merci beaucoup d'être venu chez nous pour nous faire votre présentation. C'est très apprécié. À vous, M. Rossi. Je serai un petit peu en avant. Train Spotting. C'est un film de 1996 dans lequel il y a un groupe de jeunes au chômage qui se laissent, qui subissent la vie, qui attendent, qui regardent, qui se donnent à l'héroïne, à l'alcool. Donc, qui ne sont pas proactifs. C'est exactement ce qu'on ne s'attend pas de la foresterie, qui doit agir, modifier, adapter. Donc, étant donné que Gabriel, quand elle m'a invité, a dit que c'était une dîner-conférence, ben moi, j'ai préparé mon menu. Donc, on va voir comme entrée à quoi s'attendre. Puis, on va voir un plat principal sur les outils qu'on peut utiliser dans la foresterie. Et enfin, comme dessert, ben, je vais vous proposer qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'UQAC avec les communautés de la région pour faire une réflexion qui est élargie. Donc, on va passer aux entrées. Ben, il faut commencer en sachant que la forêt, c'est un écosystème assez compliqué dans lequel il y a la partie environnement. Il y a des organismes qui habitent, qui vivent dans la forêt, donc tout ce qui a à faire avec la biodiversité. Puis il y a la société qui profite, qui vit dans ou à côté de la forêt. Et moi, avec mes observations à travers les pays, j'ai vu comment les caractéristiques de la forêt vont dessiner les caractéristiques des sociétés. La société au Québec n'est pas comme la société au Brésil ou en Chine, parce que les forêts sont différentes. Il y a aussi la partie économique, parce qu'on vit des forêts. Et puis, la forêt nous permet aussi de faire des avancements au niveau de la technologie. Donc, vous avez bien compris, il y a des chaînes qui sont toutes connectées. Si j'en bouge une, ben, les autres vont être affectés. Donc, c'est une ambiance, c'est un milieu dans lequel les éléments sont tous bien connectés. Quels sont les enjeux actuels au niveau de la forêt? Les changements environnementaux. Ben, on en a parlé, il y a des difficultés quelquefois à maintenir ou à assurer la santé de nos forêts. Il y a des perturbations naturelles qui, en forêt boréale, sont naturelles, qui se sont toujours arrivées, mais récemment, elles commencent à être de plus en plus fréquentes ou importantes. Ça, ils ont des implications au niveau de l'offre ou de la demande de produits. Quand il y a une grosse perturbation aux États-Unis, ben, on doit allouer beaucoup de bois pour reconstruire les maisons. Ou quelquefois, ben, il y a des feux de forêt qui nous font perdre de la production. Ben, ce bois-là est perdu. Donc, on peut avoir des effets au niveau de la fluctuation des marchés. On a aussi des perceptions des citoyens, parce que nos besoins changent dans le temps. Les citoyens ont des perceptions, des besoins particuliers qui font en sorte que, quelquefois, les orientations peuvent changer
d'une décennie à l'autre. Il y a 15 ans, on faisait des réflexions sur le problème de l'enfeuillement de la forêt boréale, donc la présence des feuillus dans la forêt boréale qui pouvaient changer la communauté boréale. Bien, là maintenant, on est en train de parler de mettre des feuillus pour éviter les feux. Ouais. 15 ans et les choses ont complètement changé de bord. Gestion durable, bien, il faut penser que on doit protéger nos forêts envers des espèces exotiques, mais on vient d'en parler, bien, on pourrait penser de mettre de nouvelles espèces pour s'adapter. Donc là encore, ce sont des problèmes auxquels il faut discuter ensemble. Et enfin, bien, ce qui font les aménagistes, c'est de s'imaginer et de bâtir la forêt de demain. Parce que les plantes qu'on va planter aujourd'hui, bien, elles seront prêtes dans 50, 100 ans. Donc, c'est juste pour les nouvelles générations. En plus que, vous avez vu, c'est un écosystème complexe avec plein d'enjeux. Donc, il faut penser il faut avoir une approche holistique qui prend en considération tous les besoins de la biodiversité, de la population, de l'économie. Le climat est en train de changer. Je ne ferai pas un grand discours, mais je vais vous donner des éléments qu'on a observés ou qu'on s'attend pour les prochaines années. Au niveau des précipitations, on va avoir une augmentation des précipitations. Donc, on va avoir un petit peu plus de pluie qui va arriver ici au Québec, mais par contre, elle va surtout se passer pendant l'hiver, donc quand l'eau n'est pas vraiment nécessaire. Par contre, on va avoir des étés dans lesquels il va y avoir des alternances de fortes pluies ou de sécheresses. Donc, les précipitations seront moins stables ou régulières pendant l'été. On commence déjà à les voir parce que souvent, en août, on a 2-3 semaines de grandes chaleurs. C'est très beau, on peut aller à la plage, mais par contre, bien, dans certaines zones, on commence à voir que les arbres commencent à être un petit peu affectés. Ils sont moins habitués à ces sécheresses-là, surtout quand ils sont dans des caps rocheux ou sous le sable. Okay? Il va y avoir plus de précipitations à l'hiver, mais s'il fait chaud, bien, les précipitations tombent sous forme de pluie. Donc, ce ne sera pas une accumulation de neige, qui est très importante, surtout ici, pour protéger les racines des arbres. Donc, la neige est fondamentale pour protéger les sols. Le sol ne va jamais en dessous de 0. Tandis que sur la route, en plein hiver, bien, vous pouvez avoir moins 20 degrés, mais pas dans un sol forestier parce qu'il est protégé par la neige. Au niveau des températures, vagues de chaleur pendant l'été, on a observé une réduction de 15 jours dans les périodes de grande froid en région et des saisons sans gel et des croissances agricoles qui se sont élargies de 1 mois. 1 mois. Ah, c'est pas vrai. Bien, regardez ce graphique-là. C'est pas très beau à voir, mais ce sont des mesures, des observations qui ont été prises par Yvon Gobeil, qui est un fermier qui habite pas loin de Chicoutimi et qui a pris en note la date d'ensemencement de la gourgane chez lui depuis 30 ans. Et si vous observez, bien, ici, il y a un axe qui correspond à la date du printemps. Donc, vous voyez, ça, c'était les dates d'ensemencement il y a 30 ans. Et comme vous voyez, les points sont de plus en plus, montent de plus en plus. Ça veut dire qu'ils arrivent de plus en plus tôt pendant le printemps. Et cette variation-là est de 1 mois. Donc, exactement qu'est-ce qu'ils prédisent les gros scientifiques. Donc, on peut voir déjà sur le terrain que ça correspond. Bien, comme je dis, il ne faut pas se laisser prendre par la vie, mais il faut faire quelque chose, agir. Donc, l'idée, là, j'ai pris une image de M. Lacroix dans laquelle il avait
identifier ou dessiner la forêt résiliente expérimentale. Donc, il faut penser à quelque chose pour protéger nos forêts ou adapter nos forêts à ces changements-là. L'entrée est terminée, on peut passer au plat principal. Oh, il y a plusieurs outils qui pourraient nous servir et je vous présente dans les prochaines diapositives donc, les différentes approches qui sont disponibles ou qui sont utilisées. Les premiers, c'est de nier. Les changements climatiques n'existent pas. Ce n'est pas une histoire aussi récente comme celle qui est aux États-Unis, mais vous voyez ici, plus ou moins il y a, donc 2015, donc il y a 10 ans, un sénateur à Washington est arrivé dans le Sénat avec une balle de neige. Pourquoi? Bien parce qu'à l'extérieur, à Washington, en février, il avait neigé. Donc, étant donné qu'il y avait de la neige, il voulait démontrer que les changements climatiques n'existaient pas, parce qu'il avait neigé. On connaît bien qu'il y a des grosses variations entre une année et l'autre. Donc, on le sait, on en a parlé. Il y a quelques années, il y a peu d'années, il a fait moins 30 pour 3 semaines en janvier. Donc, ce n'est pas parce qu'une fois il fait plus froid que les changements climatiques n'existent pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, mais c'est quelque chose qui arrive là, même en Amérique du Nord. Et ça, c'est assez grave. Il y a d'autres approches. L'autre approche, c'est de ne rien faire. Ben, écoute, je ne sais pas quoi faire, c'est mieux de ne pas toucher. Ça, c'est une autre approche possible et j'essaie de donner une explication. Parce que moi, je suis toujours pragmatique. Donc, on essaie de donner des explications scientifiques aux approches qui sont utilisées. Donc, je vous présente la variation de la température de la planète pendant les derniers, regardez, entre maintenant et il y a 800 000 ans. Donc, c'est une fenêtre temporelle qui est assez grande, mais ce n'est pas énorme, parce que la Terre a 5 milliards d'années. Donc, c'est juste une petite fenêtre temporelle, mais c'est quand même assez grande. Et vous regarderez la variation entre les millénaires ou les siècles, les variations qui vont plus ou moins entre moins 11 entre 11 et 15 degrés. Donc, ce sont des variations de 2, 3, 4 degrés, mais qui sont énormes, parce qu'on parle de la température moyenne de toute la planète. Et vous voyez qu'il y a de grosses variations. Donc, en effet, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais dans la vie de la planète, il y a toujours eu des variations. Donc, ce qu'on est en train de vivre maintenant, ce sont des variations naturelles, celles qu'on a déjà observées. Il y a eu même des périodes, ici et ici, dans lesquelles la température était vraiment plus chaude. Mais vous observerez que là, on est dans une période plus chaude, on voit 3 périodes, tandis que dans le reste de ces 800 000 ans, ben, la température était toujours plus froide. Puis il y a une autre chose. Là, on voit des variations comme ça, mais on parle de siècles et des siècles. Donc, des choses qui se passent dans le long terme. Et c'est vrai, les arbres, les animaux ont toujours été capables de survivre à ces variations-là. Même pendant la glaciation, il y a 12 000 ans, ici, toute l'Amérique, la plupart de l'Amérique du Nord était couverte par de la glace qui pouvait atteindre 3 km. 3000 mètres. Ça veut dire qu'il dépassait complètement le mont Valin. Bon, les arbres se sont déplacés, puis ils sont revenus. Tout était normal. Oui, mais par contre, ce sont des choses qui ont pris des milliers d'années. Pourquoi ces choses-là arrivent naturellement? Bien, parce qu'il y a de l'activité volcanique qui peut modifier le climat, les développements de plantes qui peuvent séquestrer le carbone, la formation de chaînes de montagnes, la formation de
de l'Himalaya a bouleversé complètement la température de la planète, ou encore les changements dans l'orbite terrestre, qui fait en sorte qu'il y a des températures qui peuvent varier. Une autre approche, c'est de procrastiner. On observe et on attend encore un petit peu. Bah, attends encore, attends. Oui, ça c'est une autre approche. C'est bien. D'où est-ce qu'il vient cet aspect-là? Ben, c'est de dire, ben, c'est mieux d'avoir plus d'informations avant de toucher. Oui. Là, c'est encore la température, mais pour une période un petit peu plus courte. 2000 ans. Donc, et vous observerez, les températures ici sont toujours sous le bleu. Puis ici, ils commencent à monter. Ça, c'est la révolution industrielle. Et puis, vous voyez, ça monte et ça monte d'une façon abrupte. Bien, cette variation-là est de l'ordre de quelques dizaines d'années. Un insecte, un maringouin, un microbe peut s'adapter parce que les microbes peuvent avoir plusieurs générations dans la même année. Même les insectes, les pucerons, les maringouins, ils font 8, 9 générations. Elles peuvent s'adapter. Mais une baleine, une tortue, un éléphant, un arbre, ben, quelques dizaines d'années pour un arbre, c'est rien. Il y a des arbres qui sont vieux 5000 ans. Ça, c'est 2000, 5000 à l'extérieur de la porte. Okay. Donc, ces arbres-là, ils ne se sont pas adaptés. C'est toujours le même individu qui est en train de subir des températures plus froides ou une forte augmentation de température. Donc, on travaille avec des organismes qui ne sont pas capables de s'adapter aussi rapidement. Une autre approche, c'est celui d'augmenter la résistance des peuplements. Bien là, on commence à voir une action, améliorer les défenses de la forêt contre les changements ou défendre directement la forêt contre les perturbations pour maintenir la forêt à l'état actuel. Donc, on a une forêt, on veut maintenir exactement cette forêt-là, cette structure, cette composition. Quels sont les outils? Bien, les outils sont d'aller chercher des bonnes sources de semences pour maintenir la forêt dans son état. Vous voyez ici, c'est un exemple d'une paissière. Bien, je veux maintenir la paissière, c'est très bien. Par contre, peut-être je ne maintiendrai pas les mêmes individus, la même population, mais je vais chercher, par exemple, des populations qui résistent mieux à la sécheresse. Ça va être toujours de l'épinette, mais c'est de l'épinette qui résiste de plus à certaines conditions, la sécheresse, les vagues de chaleur. Une autre approche, c'est d'augmenter la résilience de la forêt. Ça veut dire, comme action, c'est permettre un certain degré de changement pour encourager les retours dans un contexte de perturbation. Donc, faciliter les retours de la forêt à des conditions stables. Comment on fait? Quels sont les outils pour faire ça? Bien, c'est d'augmenter ou améliorer la diversité structurelle. C'est quoi? Bien, regardez l'image. Là, disons qu'on a encore une paissière. Peut-être il y a du pain là, mais bon. Mais vous voyez, il y a des arbres adultes. Et puis, bien, on a facilité la régénération de la forêt. On maintient aussi, on élève des jeunes qui pourraient, par exemple, prendre la place des arbres adultes dans un cas de mortalité. Donc, ça nous permet de revenir avec une forêt assez rapidement dans un cas de perturbation. Autre possibilité, c'est d'augmenter la composition, améliorer la composition de la forêt, modifier les espèces qui sont présentes. Plutôt qu'avoir une espèce, bien, je pourrais en avoir plusieurs. Donc, il y a des essences plus résistantes à la sécheresse, des essences qui sont plus résistantes à l'humidité, au type de sol. On pourrait, par exemple, mélanger des conifères avec des feuillus
donc qui pourrait reprendre, recoloniser rapidement les sites après une perturbation. La dernière approche, c'est la transition. Donc, action, mener intentionnellement à un changement et permettre à l'écosystème de s'adapter rapidement aux nouvelles conditions. Les mots rapides, je reprends ce que j'avais dit, les changements sont très rapides et les arbres ne le sont pas. Donc, il faut aider la forêt dans cette transition vers quelque chose de différent. Outil, c'est la migration assistée. Donc, essayez d'aider les espèces à se déplacer pour suivre la couche climatique qui se déplace. Regardez cet axe qui représente la distance parcourue et une méthode de transition, c'est celui de déplacer les populations d'un site à l'autre. Donc, regardez ici, les zones, les îlots sont les aires de répartition d'une espèce. Et puis, ce que je vais faire, je vais déplacer la même espèce au-dedans de son aire de répartition, mais en utilisant des populations différentes. Et je vous donne un exemple. Les épinettes noires ne sont pas toutes pareilles à travers la forêt boréale. L'épinette noire d'ici est différente de l'épinette noire qui se trouve à la baie James. C'est un petit peu comme nous, les humains ne sont pas tous pareils, n'ont pas toutes la même couleur de la peau. La couleur de la peau représente une adaptation à un climat particulier. Les épinettes sont adaptées à des climats particuliers, que ce soit plus au sud, ou plus au centre, ou plus au nord de la forêt boréale. Donc, je peux profiter de cette biodiversité pour m'adapter à des conditions particulières. Deuxième méthode de transition, c'est de déplacer l'essence, l'espèce, au-delà de son aire de répartition. Donc, je vais prendre le chêne, qui est localisé dans la zone de la capitale nationale, et puis je la plante ici, où il n'y avait pas de chêne dans le passé. Ça, c'est déplacer quelque chose à l'extérieur de son aire de répartition naturelle. Il y a une troisième méthode dans laquelle le déplacement est beaucoup plus important. C'est d'aller le déplacer vraiment loin de son aire de répartition. Donc, ce n'est pas juste de le déplacer de quelques kilomètres, mais c'est de le déplacer, par exemple, d'un continent à l'autre. Peut-être que vous connaissez l'épinette de Norvège. Elle est présente dans la région. Elle ne s'est pas rendue toute seule et en connaissant les noms, elle ne vient pas d'ici. Donc, c'est une espèce qui se trouve partout en Europe, dans les zones plus continentales. On l'a amenée ici parce que c'est une espèce qui a un fort degré de croissance, vigueur, mais par contre ne s'adapte pas bien dans les zones plus trop au nord. Les pins sylvestres, c'est un pin qui a une écorce rougeâtre dans la partie supérieure. Encore, il ne vient pas d'ici, c'est Scots pine, donc il vient encore de l'Europe, il s'étale jusqu'à la Sibérie, mais on l'a amené ici. Donc, ça, c'est une migration assistée qu'on a déjà fait, donc il n'y a rien de nouveau. Pourquoi faut-il faire l'effort? Parce que les plantes, comme ils ont fait pendant les glaciations, se sont déjà déplacées toutes seules. Oui, mais par contre, les glaciations ont eu lieu, la dernière glaciation a terminé il y a 12 000 ans. Donc, ça a pris plusieurs milliers d'années avant que la forêt boréale revienne en région ou dans la partie plus nordique. Pourquoi? Parce que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. La graine, on ne parle pas d'une glande de chêne parce que la glande du chêne tombe, mais la graine d'un sapin, elle va tomber à quelques dizaines de mètres de l'arbre. Ici, vous voyez la distribution de la distance
Là, on est entre 0 et 50 mètres. 50 mètres, ce n'est pas très loin. Hein? Puis quand elle tombe la graine là-bas, il faut que la plantule commence à pousser. Il faut qu'elle devienne adulte. Ça prend 10, 15, quelquefois 30 ans. Puis après, elle va faire une autre sémence qui va envoyer encore à 50 mètres. Bien, ça veut dire que les déplacements vont être de 50 mètres à chaque quelques dizaines d'années. Donc, ce n'est pas assez rapide pour déplacer les espèces. Donc, il faut les aider un petit peu. Je vous ai présenté les 6 stratégies, résistance, résilience, nier, à part nier, que ce n'est pas vraiment une bonne approche, procrastiner, attendre. Les 6 stratégies ne sont pas mutuellement exclusives. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre une méthode. Je suis là pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de disponible et il faut penser que quand on fait de l'aménagement, il faut tout utiliser. Donc, quelquefois, on pourrait se dire, ici, je ne fais rien et j'attends. C'est un bon choix quelquefois, parce que si on n'a pas assez d'informations, on peut attendre. Il y a d'autres cas dans lesquels on peut se dire, là, c'est mieux d'essayer. Donc, tout ce que je vous ai expliqué vaut la peine d'être utilisé. Elles peuvent être combinées dans de nombreuses permutations. Dans un système avec plusieurs sites, moi, je peux profiter de toutes les approches selon ce qui est plus valable pour les conditions locales. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité.